Lukaku. Oh là là. La frappe maintenant. Oh, quel but de Vinicius. Ça va au fond. Ça va Cavani. Classe mondiale, s'il vous plaît. Cet homme est une machine. De Bruyne, la voilà le gars. Thibaut Courtois, monstrueux. C'est pour ça qu'on joue la Champions League, c'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Salut tout le monde, en route pour un nouveau Champions Club, nouveau numéro en ce mois de mars. Jonathan Lange est là, forcément spécialiste du football européen. Salut Jonathan. Salut Mathieu, bonjour à tous. On est parti pour ces huitièmes de finale avec un coup de chaud déjà pour Alex Teclac en courte manche en ce début de semaine. Salut Alex. Salut Mathieu, salut Jonathan. C'est Real Atlético qui donne un coup de chaud, le stress déjà du supporter des Colchoneros. Je resterai neutre cette fois-ci. Je ne m'engagerai plus sur ce terrain qui est miné. On n'a pas envie d'y croire pourtant. Mais c'est vrai que tout au long de cette semaine, on a un super programme, vraiment, avec aussi un multi-live qui commence très tôt le mardi 18h15. Alex Teclac, Dédric Boyata sur le plateau. Et puis, on parlait de Real Atlético. Marc Delir et Benoît Tan seront sur place. Borussia Dortmund, Lille aussi au programme pour le mardi. C'est pas terminé. On enchaîne le lendemain avec aussi un programme riche à tout point de vue. PSG Liverpool, on en parle avec Bruno Constant aussi dans quelques instants. Benfica Barcelone, et puis ce qui est pour moi la plus belle des affiches, en même temps il y a que des gros matchs, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Vincent Kompany qui tombe une nouvelle fois face à la bête noire du Bayern. Toujours bizarre d'avoir des matchs de Bundesliga comme ça en plein milieu de semaine ou des matchs de Liga. C'est vrai que c'est un petit peu la particularité de cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions qui permet à deux clubs d'une même nation de s'affronter dès les huitièmes de Ou finale. de Ligue 1. Ouais. Parce que là, il y a eu Brest-PSG aussi. Oui, c'est ça, mais plus en huitième de finale, Non, mais bon. puisque Brest a perdu face à Lyon. D'ailleurs, hier, on ne parlera pas de Brest. C'est vrai que c'était l'une des belles histoires, évidemment, de cette Ligue des Champions. La belle histoire côté belge, évidemment, c'est le club de Bruges, qualifié pour la deuxième fois en 3 ans pour ces huitièmes de finale. No sweat, no glory. Bruges est qualifié et Bruges va jouer face à Aston Villa, une équipe que Bruges connaît bien, et on va en parler forcément avec Bruno Constant qui est avec nous. Salut Bruno, comment ça va ? On est très heureux de te retrouver forcément en cette année 2025. Salut Mathieu, salut à tous. Évidemment, moi aussi, très heureux de vous retrouver, de retrouver un club anglais, qui plus est Aston Villa, face à Bruges. Ça rappelle de belles histoires, dont une en particulier. Deux équipes qui se connaissent bien, forcément, parce qu'on sait que lors de la 4e journée, il y a eu cette fameuse victoire de Bruges et cette énorme erreur de Mings. Entre-temps, les choses ont changé, tout de même, notamment au niveau du mercato, où il y a eu des arrivées, il y a eu des départs à Aston Villa. On fait le point avec toi, Bruno, justement. Oui, je dirais pas que la saison d'Aston Villa a basculé après cette défaite, mais un peu quand même, parce que à l'époque, Aston Villa, lors de cette rencontre, ils étaient au cœur d'une série de 8 matchs sans victoire, ça allait pas fort, ils avaient un peu coup de mou physique, et puis c'est une inconstance qui s'est un peu poursuivie cette saison, un petit peu comme Newcastle la saison passée d'ailleurs. C'est des deux équipes qui ont du mal à jouer sur deux tableaux. Aston Villa qui est retrouvé la Ligue des Champions 41 ans après sa dernière participation, ils n'ont gagné qu'un seul match après les 8 matchs de Ligue des Champions qu'ils ont disputés, donc ça prouve bien qu'il y a des difficultés de ce côté-là, de se reconcentrer sur la Première Ligue notamment, où ils sont seulement 10e de Première Ligue, ils sont très loin des objectifs européens, et puis surtout effectivement, il y a ce mercato qui est passé entre-temps, où Aston Villa a été le club anglais le plus actif. Ils ont vendu John Duran, la pépite offensive, près de 80 millions d'euros, et avec ça, ils ont attiré deux joueurs qu'on n'imaginait pas avoir déboulé du côté d'Aston Villa, Marcus Rashford et Marcos Asensio, deux joueurs presque stars, puisqu'il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions, l'autre qui était la star de Manchester United et même star du football anglais. Donc c'est deux arrivées un peu surprenantes et qui ont eu un impact immédiat, puisqu'Asensio, c'est 4 buts lors de ses 6 apparitions, Rashford 3 passes décisives, dont 2 offertes à Asensio, donc c'est un nouveau duo qui se crée, en plus d'Ollie Watkins et tous les joueurs offensifs de qualité qui composent l'effectif d'Aston Villa. Oui, il est à l'embarras du choix, en fait, Unai Emery, à tel point qu'un garçon comme Malen, quand même transféré pour 25 millions d'euros, n'est même pas dans la sélection européenne. C'est assez dingue, ça, Bruno. Ouais, c'est fou et en même temps pas tellement surprenant parce que l'effectif est devenu presque subitement très riche et qu'il a fallu faire des choix. Il y avait 2 objectifs sur ce mercato, c'était renforcer le secteur offensif après le départ de John Duran,
qui est un peu une comète. On n'avait pas trop d'idées de ce qu'il pouvait donner. Il était fantastique avec Aston Villa, mais c'est un jeune joueur avec très peu de vécu. Et puis surtout apporter de l'expérience, notamment avec Rashford et Asensio, qui ont disputé cette compétition. Et puis renforcer le secteur défensif, où il y a eu pas mal de pépins physiques, de blessures, notamment celle de Pau Torres, qui est le leader de défense, qui est souvent blessé. Tyrone Mings, qui était le héros malheureux de ce fameux match face à Bruges, et qui collectionne les pépins physiques, qui sera sans doute pas disponible pour cette rencontre. Également au milieu de terrain défensif, Boubacar Kamara qui a eu beaucoup de blessures, qui a manqué les 4 derniers matchs. Je pense à Onana aussi, qui pour moi est un joueur important de cet entrejeu et qui a lui aussi collectionné les blessures. Donc il a fallu faire des choix, mais il fallait renforcer à tout prix ce secteur défensif, notamment avec l'arrivée de Disasi en provenance de Chelsea en prêt. Très bien Bruno, ce qui est sûr Alex et Jonathan, c'est qu'il n'y aura plus d'effet de surprise. Là, clairement, Aston Villa connaît le club de Bruges, sait ce qu'il est capable de réaliser sur la scène européenne. Et donc Bruges va devoir sortir une nouvelle fois son costume de gala à la maison, en sachant que sur les 12, même sur les 13 derniers matchs du club à la maison, il n'a perdu qu'une seule fois. C'était face à Dortmund. Donc à la maison, dans le cadre de ce match aller, il faut marquer le coup. Ouais, il faut marquer le coup, mais c'est vrai que ce sera un Aston Villa complètement différent au niveau du mercato. Bruno l'a très bien dit, mais aussi dans l'approche de cette rencontre, parce qu'on se souvient que Unai Emery, quand il était venu jouer au Jan Bredel, il n'avait pas forcément aligné son équipe type, et je pense qu'il s'attendait peut-être pas à autant de répondants du côté brugeois. Là, il avait pris un peu à la légère peut-être au match aller. Je pense, ouais. Là, l'effet de surprise ne fonctionnera plus vu les sorties de Bruges, et notamment quand même la victoire à l'Atalanta a vraiment marqué les esprits en Europe. Bon, du côté de Bruges, justement, on est heureux. Alex, on ne se remet toujours pas de tes commentaires avec Quentin, c'était génial. Vraiment, on espère encore connaître des moments comme ceux-là cette semaine-ci et la semaine prochaine. Maintenant, Bruges, en Ligue des Champions, magnifique. Par contre, en championnat, encore une fois ce week-end, une perte de points. Comment il faut considérer tout cela en sachant que, oui, sur la scène européenne, c'est génial. Il y a des points, forcément, le coefficient belge. Merci à Bruges, encore une fois. Il y a beaucoup de millions aussi qui tombent dans l'escarcelle. Quel type de Bruges mardi face à Aston Villa? Déjà, on va voir s'ils vont récupérer leurs joueurs qui se sont blessés. Moi, je pense que le problème, c'est que Nicky Hayon, il effectuait une rotation par rapport à la Ligue des Champions en championnat, ce qui était logique. Et puis, je crois que Vrak, ça lui a pas trop plu, Mathieu, parce que lui, avant tout, ce qu'il veut, c'est être champion, rattraper Genk, pas avoir un trop grand écart avec eux. C'est bien beau de gagner des sous en Ligue des Champions, mais il faut quand même pas oublier que le business model de Bruges, il se base avant tout sur une qualif d'office en Ligue des Champions. C'est ça vraiment qui leur permet d'avoir un budget qui soit à la hauteur de leurs ambitions. Maintenant, le match le plus important, je me permets de vous interrompre, le match le plus important pour Bruges, est-ce que c'est pas le cercle de Bruges le week-end prochain? Je force volontairement le trait en sachant que il faut participer à cette Ligue des Champions et que petit à petit, on prend un peu l'écart se creuse. Ouais. Mais moi, ce que je trouve surtout dangereux, je termine ce que je disais, c'est le fait qu'en fait les joueurs soient utilisés à outrance et donc ils se blessent. Et Hayon, il a quand même un noyau pour faire jouer 2 équipes différentes quasiment de match en match. Et ici, je pense que l'interventionnisme du président l'a un peu obligé à devoir faire certaines concessions, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, ça pose un problème, effectivement, actuellement. Donc c'est Vrak qui fait l'équipe, c'est pas Hayon? Je dis pas ça. Je n'ai pas dit que c'est Vrak qui fait l'équipe parce que c'est peut-être caricaturer un peu et forcer le trait, mais je pense quand même qu'il souffle aux oreilles de son entraîneur parce que son entraîneur, il lui a dit, écoute, Vrak lui a dit, il ne faut pas que l'écart soit trop important avec Genk. Donc là, il aligne des joueurs qui ne devraient pas aligner, qui sont en train de se blesser. Onyedika s'est fait mal, Seyss ici, on verra ce que ça va donner pour le match de Champions League. Donc c'est attention de ne pas rentrer dans un cercle vicieux, c'est ça que je veux dire. Bon, on va être attentif évidemment sportivement. Malheureusement, il n'y aura pas de retrouvailles pour Onana qui était sur le banc au match aller. Et comme Bruno l'a dit, c'est vrai qu'il est blessé depuis un bon bout de temps. On a eu la chance de prendre contact avec Amadou Onana la semaine dernière. On vous proposera d'ailleurs de larges extraits de son interview mardi dans le cadre du Multilive et aussi la semaine prochaine, toujours dans le cadre du Multilive, des larges extraits aussi dans l'ADH. Et puis, on le sait, Amadou Onana, c'est quelqu'un qui est au cœur du vestiaire au sein de notre équipe nationale, qui est aimé par beaucoup, qui est parfois un peu critiqué aussi par rapport à sa façon de vivre les choses et surtout de donner son point de vue par rapport au monde extérieur. Y a-t-il une pointe d'arrogance chez Amadou Onana? C'est tout simplement la question que je lui ai posée et vous allez l'entendre, toujours très intéressant à ce sujet. On est tous différents dans notre communication, que ce soit le verbal ou le non-verbal. Après, je suis quelqu'un qui a de l'ambition tout en ayant, je pense, de l'humilité, parce que c'est la
les valeurs qu'on m'a inculquées en m'élevant, ma famille, mes parents. Je pense qu'en Belgique, parfois c'est difficile parce qu'on a un problème justement avec l'ambition. Donc j'essaie de comprendre ceux qui me prennent pour arrogant, mais j'essaie quand même de rester moi-même parce qu'à la fin de la journée, j'ai envie de me regarder dans le miroir et de me dire que je suis resté fidèle à ma propre personne. Il est bon, hein. Il est excellent dans sa communication, c'est pas nouveau, mais il a toujours quand même l'art de rebondir sur ses pattes. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, pour son âge, a énormément de charisme. Maintenant, ouais, il l'a dit, et j'aurais tendance à le suivre, c'est vrai que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Non, ça peut choquer un petit peu l'ordre établi, notamment au niveau des cadres, des plus anciens qui ont déjà prouvé un petit peu plus de choses. Mais c'est l'éternel débat de ce positionnement de cette nouvelle génération-là qu'on a bassiné en disant ouais, la génération dorée, mais c'est une génération qu'on peut peut-être un peu qualifier d'affamée, qui a envie vraiment aussi de montrer les crocs et de prouver qu'elle peut croquer dans ce gâteau-là aussi, en ayant peut-être de meilleurs résultats, mais autrement, parce qu'il faudra jouer en tout cas autrement. Mais c'est vrai qu'Amadou Onana, en termes de communication, là-dessus, des fois, il a un petit peu des airs de Mbappé. Il sait parfaitement où il va, il a une personnalité solaire. Déjà, quand on le voit à l'écran, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Quand il rentre dans une pièce, on voit quasiment que lui. Donc voilà, là-dessus, c'est vrai qu'il est très, très doué. Ouais, vous l'entendrez aussi sur le sujet brûlant du moment en Belgique, sur les binationaux, parce que lui aussi, il a de quoi dire, puisqu'il a quand même vécu pendant 11 ans au Sénégal. Justement, Bruno, quelle est la perception en Angleterre d'un garçon comme Amadou Onana ? Et forcément, côté belge, on a envie de savoir ce qu'il en est au sujet de Youri Tielemans. Youri Tielemans qui est en train quand même de bien performer cette saison. Oui, Onana, moi j'adore ce joueur. Je l'aimais déjà beaucoup quand il était à Everton. Il se dégage une puissance athlétique chez lui, comme il y a peu de joueurs comme lui, je trouve, en Europe et même en Première Ligue où l'impact athlétique est important. Il a fait des débuts tonitruants à Aston Villa. Pour moi, c'était une grosse interrogation parce que je pensais que Aston Villa est un bon club, mais je pensais que d'autres grands clubs, je pensais notamment à Manchester United, pourraient se positionner sur lui, qui manque ce type de joueur. Et Aston Villa, ses débuts, ils ont été tonitruants. Et je trouve que lui et Boubacar Kamara, dans l'entrejeu, quand les deux sont là, ça change le visage de cette équipe d'Aston Villa qui est très physique, très athlétique. Quand elle vous roule dessus, c'est très compliqué de résister. Youri Tielemans, pour moi, c'est un joueur majeur aussi, même s'il a toujours cette irrégularité. Quand il est bon, Aston Villa est très bon. Et évidemment, c'est un peu le baromètre aussi de cette équipe. Voilà, c'est deux joueurs qui ont une importance capitale dans les bons résultats d'Aston Villa. Et d'ailleurs, c'est aussi par rapport à leur irrégularité du côté de Tielemans et les blessures de Nana qu'on peut voir un peu d'irrégularité dans les résultats d'Aston Villa. Youri Tielemans, il faut le dire aussi, qui est le joueur de terrain, donc on ne prend pas en compte les gardiens, qui a le plus de minutes à son compteur, aussi du côté de Aston Villa. Justement, Bruno, on le disait, Villa est évidemment prévenu maintenant, et dans le cadre d'un match aller-retour, on a quand même le sentiment que Unai Emery a aussi l'art de bien négocier ce type de rendez-vous. Bah oui, parce que si on parle des forces d'Aston Villa, on va évidemment citer Oli Watkins qui revient à un niveau intéressant. Il a 6 buts et 6 passes décisives sur les 12 derniers matchs. On voit que Aston Villa a renforcé son expérience, son banc de touche, notamment dans le secteur offensif avec Asensio et Rashford, que Morgan Rogers est aussi un super joueur cette saison. Mais pour moi, la première force d'Aston Villa, et notamment sur la scène européenne, c'est évidemment Unai Emery. C'est le spécialiste des Coupes d'Europe, le spécialiste de l'Europa League, il en a rapporté 4. Il a fait également une finale avec Arsenal. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Et il était tombé face à Liverpool en 2022 après avoir battu la Juve et le Bayern. C'est un spécialiste des Coupes d'Europe et notamment de ces matchs à élimination directe. Aller-retour, il a une parfaite gestion des émotions, de ses matchs allés également. Il concède très peu d'occasions avec ses équipes. Et puis voilà, c'est l'expérience, elle est capitale pour moi en Europe. Donc c'est la première force pour moi l'Aston Villa. Et c'est aussi pour ça qu'Aston Villa est allé chercher Unai Emery. C'était pour permettre au club de grandir, de se rapprocher des places européennes, des qualifications européennes et de briller sur la scène européenne. Aston Villa, dans son histoire, a toujours brillé sur la scène européenne. Donc avec Unai Emery, ils ont dégoté l'un des meilleurs spécialistes dans ces compétitions. Question simple et difficile à la fois. Y aura-t-il un vainqueur dans ce match aller ? Les prix bonne question. de vitesse là, Jonathan. Match nul, ce serait déjà un bon résultat, je trouve, pour Bruges. Alex ? Ouais, je vais dire comme Jonathan, en étant optimiste. Optimiste. Donc, sous-entendu, il y a quand même un ballottage favorable pour Aston Villa. On va voir ce que ça va donner. Forcément, la semaine est longue. Il y a plein de matchs dont on a envie de parler. Mais voilà, je pense qu'on a bien préfacé cette rencontre. Un tout dernier mot tout de même sur Talbi,
Talbi qui finalement donc a opté, c'est ce qu'on entend à gauche et à droite pour le Maroc. Je trouve assez dommage finalement que ce ne soit pas le joueur lui-même finalement qui soit exprimé à ce sujet. On sait que Karatsas l'avait fait et je trouve ça même triste pour lui qui n'ait pas été en mesure de s'exprimer, ou du moins c'est peut-être un choix de sa part, hein, mais voilà, Talbi brièvement. Bah oui, en fait, honnêtement, par rapport à ce qu'on avait senti, j'avais quand même la perception qu'il opterait pour le Maroc, Mathieu. J'avais cette perception-là. Je pense que quand vous devez vous démener, comme Vincent Manhart l'a fait, pour convaincre, avouons quand même que c'est déjà quelque part un signe, c'est normal qu'il l'ait fait, mais il a joué son rôle, quoi. Je pense qu'il y a 2 points qui sont importants. Le premier, qui est lié au cas très particulier de Talbi, c'est que la fédération marocaine l'a jamais lâché en fait, quand il s'est blessé grièvement au niveau du genou, et ça c'est quand même un marqueur dans son choix qui a été très important dans le processus qui s'est fait en tout cas de son côté. Et après, l'autre point, si on élargit un petit peu le spectre, il faut juste avoir en tête que du côté belge, il ne faut plus prendre pour acquis le fait que les binationaux vont choisir la Belgique. Le Maroc a aussi des atouts, on parle quand même d'une équipe qui était en demi-finale de la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Si on compare les 2 effectifs, est-ce que finalement jouer pour le Maroc c'est peut-être pas plus intéressant d'un point de vue sportif aussi? Je veux bien, mais est-ce qu'il est certain de jouer avec le Maroc, Talbi? Voilà. Ça, après, ça a lui aussi de se poser les bonnes questions. Et il y a toujours aussi cette histoire avec les pays africains de la Coupe d'Afrique des Nations qui peut être embêtante aussi quand on veut après viser des top clubs. Donc c'est vraiment très vaste comme débat. En fait, est-ce que c'est la première question qu'il faut se poser quand on opte pour une équipe nationale? Vais-je jouer avec cette équipe nationale ou pas? C'est pas comme ça que je vois les choses personnellement. Pour une question de morale et d'éthique, j'ai quand même le sentiment que ça fait partie un tout petit peu de la réflexion d'un joueur. Mais c'est je comprends ce que tu veux dire. Ma perception à moi des choses, en tout cas ma manière de voir les choses, c'est de dire si je dois jouer pour une équipe nationale, je joue pour cette équipe nationale indépendamment du fait que je suis garanti d'avoir. Je joue parce qu'elle me fait vibrer, tout simplement. C'est pour moi, c'est ça le choix numéro 1. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Il a probablement fait ce choix-là parce qu'il avait plus d'attache, plus de sensibilité avec son pays d'origine. Voilà. Bon, on veut de la vibration, on veut vibrer. Ça sera pour mercredi. Ça sera pour mercredi. PSG Liverpool est au programme. L'immanquable. Et forcément, dans ces cas-là, je me tourne déjà vers Bruno, parce que Bruno, on a envie de te demander finalement un petit comparatif, ou en tout cas les clés secteur par secteur. C'est un exercice assez difficile, mais je sais que tu es totalement capable de relever le défi. On y va, un petit comparatif entre les 2 équipes. C'est compliqué, hein, parce que c'est 2 équipes en forme sur la scène européenne. Je m'étais amusé à essayer de faire le 11 combiné. Combien de joueurs du PSG resteraient dans ce 11 très largement occupé par Liverpool? Et en fait, c'est quasiment du moitié-moitié. Parce que si on prend les gardiens, je ne suis pas sûr qu'Alisson aujourd'hui soit un meilleur gardien que Donnarumma. Il a aussi ses faiblesses, Alisson. Quand on regarde l'aspect défensif, la charnière de Liverpool, c'est un des points forts cette saison. Konaté, Van Dijk, c'est extrêmement solide, beaucoup d'expérience. Le point faible de Liverpool, pour moi, c'est ses latéraux. Et c'est un peu le même problème d'ailleurs du côté du PSG, avec des latéraux très offensifs. Mais Robertson est pour moi dans la plus mauvaise saison de sa carrière à Liverpool. Alexander-Arnold, on sait, défensivement, il a toujours des difficultés, du mal à s'investir défensivement. Et en plus, le joueur qui souvent, cette saison, lui succède autour de l'heure de jeu, Connor Bradley, il s'est blessé, donc il sera absent. Donc ça, c'est un coup dur. Après, l'une des forces de Liverpool, et qui est également la force du PSG, c'est leur milieu de terrain. Le milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, et suivant qu'on ait Szoboszlai ou Curtis Jones, c'est très solide à Liverpool, c'est le moteur de cette équipe. Et au PSG, c'est pour moi le point fort absolu. Neves, Vitinha et Fabien Ruiz ou Zaïre Emery, suivant celui qui l'occupe, même un Désiré Doué qui peut jouer au milieu de terrain, c'est la force absolue du PSG. Ce pressing, cette agressivité, l'intensité qu'ils mettent dans les duels, c'est quelque chose qu'on a longtemps attendu au PSG, longtemps espéré, et ça a mis du temps. Et ça a toujours été une des forces de Liverpool, aussi bien sous Klopp qu'Arne Slot. Donc c'est vraiment une force absolue. Et puis ensuite, il y a ces joueurs offensifs, où là, je pense qu'il y a un léger avantage, pour moi en tout cas, du côté de Liverpool, avec l'expérience de Mo Salah, qui est dans la saison de sa vie. On parle de lui, il a 32 ans, et on est en train de dire que c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Il est exceptionnel avec Liverpool. Il court un petit peu moins, mais beaucoup plus décisif, beaucoup plus tranchant. Dès qu'il touche le ballon, il y a toujours quelque chose qui se passe de son côté. Il est bien épaulé avec Luis Diaz, avec Gakpo, et même un joueur comme Darwin Núñez qui est un peu brouillon, mais qui arrive en sortie de banc à apporter des choses. Et puis du côté du PSG, Dembélé, c'est l'homme en forme. Il a enfin réussi à trouver la mire. Et comme disait Cristiano Ronaldo, les buts, c'est un peu comme une bouteille de ketchup. Une fois que ça met du temps à sortir, mais une fois que ça sort, ça s'enchaîne.
Et c'est exactement ce qu'est en train de vivre Ousmane Dembélé. Et puis surtout, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, plus Barcola, plus Désiré Doué, il y a un effectif offensif au PSG qui est assez impressionnant. Super. Donc on n'est pas loin du 50-50. Hein. Super, t'as ratissé large là, Bruno, et moi j'aimerais bien justement entendre Alex à ce sujet, en sachant qu'Alex, il y a une question des réseaux sociaux pour toi par rapport à ce PSG-là. Première question, elle est de Max. Est-ce que le PSG devient, après ce qui s'est passé à la fin du mois de janvier, devient un favori pour la victoire finale? Ça, c'est la question de Max. Et puis, il y aura une deuxième question. Alors, réponds brièvement. À cause du tirage au sort, je dirais non. Parce que moi, je vois quand même un petit avantage à Liverpool sur les 2 matchs. Deuxième question, c'est Sebigno qui pose la question. Tu préfères Mo Salah, version 2024-2025 ou Dembélé? Non, Mo Salah. Parce que Mo Salah, il fait ça depuis longtemps. Il a gardé quand même, et Bruno a raison, il fait une saison exceptionnelle à 32 ans cette saison, mais il a déjà fait des saisons exceptionnelles sous Klopp, avec une régularité quand même, rare. Dembélé n'a pas eu ça. Dembélé a eu des coups et beaucoup de blessures aussi. Je sors juste mes chiffres habituels. Dembélé, 33 matchs cette saison, 26 buts et 6 passes décisives. Mo Salah, 39 matchs, 30 buts, 22 passes décisives. C'est vrai que c'est assez hallucinant et... c'est compliqué l'exercice auquel c'est donné. C'est pour ça que Il était bon, hein. Il était bon, Bruno. Excellent. Bruno, tu reviens quand tu veux d'ailleurs. Hein, pour très bon. Exercice. Avec plaisir. On t'a refilé la patate chaude et tu fais ça très très bien. Mais c'est parce que c'est compliqué dans le sens où dissocier les éléments du milieu de terrain de Liverpool ou du Paris Saint-Germain, c'est vraiment très compliqué à envisager. Et les philosophies différentes, je trouve qu'elles se retrouvent particulièrement au niveau de l'utilisation des latéraux. Parce que des fois, Nuno Mendes, on va le retrouver à terminer des actions au poste d'avant-centre et les avoir commencé vraiment limite en tant que troisième central. Donc c'est compliqué. C'est vrai que Salah, on en a plus l'habitude. Dembélé, il n'avait jamais autant marqué durant toute sa carrière, mais en tout cas, ça nous promet un petit peu une sorte de finale avant la lettre. L'expression, elle est un petit peu cliché, mais on a la meilleure équipe européenne depuis le début de la saison, c'est Liverpool, et peut-être la meilleure équipe européenne du moment avec le PSG. Bon, justement, avantage, on a entendu Bruno, c'est du 50-50. En termes de jeux proposés, si tu dois choisir un des 2 jeux en tant qu'amateur de foot. J'aime bien les deux, Mathieu. Je trouve que c'est vraiment intéressant des 2 côtés. Mais vraiment, c'est pas pour ne pas mouiller, mais je trouve que Enrique a vraiment amené. Ça a mis un peu de temps. Il avait dit que ça prendrait un peu de temps. Il a aussi transféré des joueurs qu'il façonne au travers de sa philosophie de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tous les couacs qu'il a pu y avoir, parfois dans sa communication, il a conquis tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste, d'ailleurs, de manière très hypocrite en France. Hein. C'est terrible, ce que j'ai lu et ce que je lis aujourd'hui. De grands consultants, même. Je dis, c'est incroyable. Mais bon, Bruno n'est pas du style à retourner sa veste. Bruno, par rapport à ce PSG-là, Liverpool, pour qui tout va bien en Première Ligue, Liverpool, j'imagine, ne se tracasse pas outre mesure de ce déplacement en France. Non, les supporters sont plus inquiets du déplacement par rapport à ce qui s'est passé lors de la finale 2022 que les joueurs et que leur entraîneur, parce que Liverpool, c'est 6 victoires en Ligue des Champions, c'est une expérience européenne énorme, ils ont cet ADN européen, ils adorent, ils se subliment dans cette compétition, et puis aussi parce que le match retour sera Anfield, donc peu importe le résultat au Parc des Princes, même, on s'en souvient, lors de la demi-finale face au FC Barcelone, je crois que c'est 2018, lorsqu'ils renversent Barcelone 2019, lorsqu'ils renversent le Barça, qui font ce 4-0 à Anfield, avec Anfield, ils peuvent renverser n'importe quelle équipe. Mais ce PSG-là, moi, il me fait peur parce que je le trouve, je suis d'accord, pour moi, c'est la meilleure équipe européenne du moment. Ils ont ce pressing, cette agressivité, tout le monde travaille, c'est hyper collectif. On est sorti de ces fameux galactiques avec Mbappé, Messi, Neymar pour une équipe qui met le bleu de chauffe et qui court partout et qui finit ses matchs très très fort et avec un jeu peut-être supérieur à l'heure actuelle à celui de Liverpool, qui est un peu plus pragmatique, on va dire. En fait, ce PSG fait un petit peu penser au Liverpool version Klopp dans son expression collective, en fait, dans ce sens du sacrifice, parce que c'est compliqué finalement de sortir un joueur, même s'il y a la tête de Dembélé qui dépasse quand même beaucoup. Mais je trouve que la clé principale de cet affrontement-là, ce sera l'intensité, parce que le PSG n'a pas encore été habitué à ce degré d'intensité-là. On en a eu un aperçu, mais c'était en début de saison contre Arsenal et ils n'ont vraiment pas vu le jour à l'Emirates. Mais le process n'était pas aussi avancé que ça l'est maintenant. Je suis d'accord, Jonathan. Pourquoi je donne un petit avantage à Liverpool? Parce qu'effectivement, il y a le retour à Anfield. Il y a aussi de l'expérience qui compte beaucoup dans ces cas-là. Et c'est vrai que les jeunes joueurs, ils en ont. Ils ont quelques jours d'expérience, dont Marquinhos certainement, et l'un ou l'autre. Mais je pense qu'ils ont quand même cette petite avantage du côté de Liverpool. Et alors, la mue aussi avec Slot, elle s'est faite parce que
des joueurs devenaient plus âgés et étaient plus capables de faire ce qu'ils faisaient avec Klopp. Et on pense à Salah, évidemment. Il y en a d'autres qu'on Bon, je pourrait pense citer. qu'on a été très complet et que si le niveau de ce PSG Liverpool est aussi bon que celui de Bruno Constant aujourd'hui, eh bien on aura un grand match. Merci Bruno. Au plaisir, à bientôt. Voilà, peut-être à la semaine prochaine, on verra ce que ça donnera. Avec Jimi Oh. Hendrix, n'oublie pas. Ouais, c'est vrai, c'est Toujours vrai. Ouais, super décoration. D'ailleurs, Bruno, c'est toujours très très sympa d'avoir ton point de vue. Mais il y a encore plein de choses à dire, notamment évidemment avec les Belges, et on pense notamment à Thibaut Courtois. Noir, jaune, rouge. Thibaut Courtois, on en parle dans un bref instant parce qu'évidemment ce Real Madrid Atlético est au cœur de toutes les discussions au niveau du football espagnol. Noir, jaune, rouge, c'est évidemment la séquence des Belges. On aimerait quand même aussi consacrer un tout petit peu de temps à Thomas Meunier, parce que Thomas Meunier il va jouer un match important dans sa carrière, un retour à Dortmund pour lui, et donc forcément on a envie de voir comment ça va se passer. On sait que le PSG d'ailleurs s'en est donné à cœur joie face à Lille vendredi dernier. Et Alex, il y a maintenant 15 jours de cela, tu as l'occasion de croiser Thomas Meunier dans le cadre du Multilive, et tu lui as posé pas mal de questions, notamment sur son passage à Dortmund. On l'écoute, Thomas Meunier. Vous affrontez Dortmund. Qu'est-ce que ça t'évoque, Thomas ? Ça m'évoque 4 années qui ont été les 2 premières très très belles, avec une coupe remportée. Et les 2 suivantes, un peu moins de temps de jeu, beaucoup de blessures, des hauts et des bas. Je suis content d'avoir été en Allemagne et en Bundesliga, parce que ça reste une compétition exceptionnelle, avec aussi beaucoup d'attraits populaires, des stades, des infrastructures, tout est nickel à l'allemande, on va dire. Et à Dortmund, j'ai passé 4 années qui étaient super intéressantes, avec la famille, les enfants qui ont grandi à l'allemande. Et donc voilà, ça a été une belle aventure. Sympa Thomas, comme toujours, d'ailleurs on parlait de bons clients avec Onana. Thomas Meunier, c'est vrai que les années passent et il est toujours là. Et cette équipe de Lille, quand même, qui surprend, chapeau à Lille. On aurait pu en parler avec Bruno, on en parlera avec Jonathan. Il me l'a confié, il aurait préféré affronter Bruges. Ouais, c'est ça. Ça avait quand même un goût plus particulier pour lui. Même si sur la fin à Dortmund, ça s'est quand même pas très très bien passé. Et je pense que c'est l'occasion pour lui aussi de clouer le bec à la critique. Enchaîner effectivement ce que je voulais dire. Oui, je pense que c'est important pour lui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on pense plus ou moins de la même manière. Oui, c'est juste. Peut-être qu'on se vote un peu trop à ce moment. Je vais dire que demain, on a un multilive de 6 heures au total. Tout à fait. Mardi, 6 heures de multilive. Soyez évidemment en forme, Alex Meunier, justement par rapport à l'avenir aussi de notre équipe nationale. On attend la première sélection de Rudy Garcia. Là aussi, Alex, tu lui as posé une question à ce sujet. Tu avais eu un avis tranché d'ailleurs par rapport à ça. Et est-ce que ton rôle par rapport à la nouvelle génération, les jeunes, la manière avec laquelle ils appréhendent l'équipe nationale, etc., est-ce que tu y vois quelque chose de particulier à jouer, toi et d'autres anciens ? Je pense que le rôle des anciens, comme Romelu, Kevin, Yannick, etc., c'est plutôt de mettre les choses à jour et bien d'expliquer à l'équipe nationale, enfin aux joueurs, aux plus jeunes joueurs présents en équipe nationale, qu'il y a eu aussi de bonnes périodes. Il y a eu quelque chose, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cette génération dorée était présente elle a commencé à sortir entre 2010 et 2012. Il a fallu attendre 2018 pour obtenir quelque chose. Avant ça, il y a eu 2 quarts de finale à l'Euro, en Coupe du Monde au Brésil. Donc voilà, tout ne vient pas en un jour. Et ici, on ne repart pas de zéro, bien sûr. Mais voilà, derrière les nuages, le ciel est toujours bleu. Et je pense que ça continuera. Pour moi, la qualité des jeunes joueurs, on peut citer Doku, Fofana, Bakayoko, etc. Ouais, complètement. Je les vois en club presté, je vois ça marque, ça fait des assists. La qualité, c'est vraiment exceptionnel. Brièvement, Jonathan, parce qu'on sait que nos confrères de l'équipe ont eu droit à un chouette moment avec Rudy Garcia. Que fait-il ressortir justement de cette interview la semaine dernière ? Déjà qu'ils n'ont pas offert de BD de Tintin comme toi tu l'as fait. C'était déjà été fait, mais ils ont quand même repris l'expression d'Hergé. Ouais, ils ont repris l'expression d'Hergé, mais c'est vrai qu'il a parlé aussi. Il a parlé des anciens, et c'est ça qui était intéressant parce qu'il a cité des noms, forcément celui de Bruyne, celui de Lukaku, mais il a aussi parlé spontanément de Yannick Carrasco et de Thomas Meunier, qui sont très importants justement dans la vie de groupe, et c'est ce que dit très exactement là Thomas Meunier. Et il a aussi parlé d'Axel Witsel, pour en revenir à Real Atlético. Donc Axel Witsel pourrait encore faire partie du groupe de l'équipe nationale. J'étais à Madrid, j'ai pris du plaisir à échanger avec lui. C'est un garçon intelligent, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est une passe décisive à Axel Witsel. Est-ce que maintenant il va décider de marquer ou pas ?
il ne faut pas oublier non plus que Witsel n'a plus joué avec l'Atlético depuis le 25 janvier. C'est 19 apparitions seulement. C'est ça. Et 2 matchs en 2025. Axel Witsel, justement, c'est la fin tout doucement à l'Atlético ? Ce qu'il y a, c'est que le problème quand vous jouez pas dans des périodes pareilles où l'équipe vous donne satisfaction, où il y a le Normand et l'Anglais qui jouent, qui sont incontestables, parce que en plus l'Anglais a l'avantage d'être gaucher et en plus il est repassé à une défense à 4 de manière très régulière. Il joue pratiquement, il termine parfois les matchs à 5 pour assurer le résultat, mais il le fait même pratiquement plus. Il l'a pas fait en tout cas contre Bilbao ce week-end. C'est qu'évidemment il faut pas être dans sa position. Je sais aussi qu'ils sont sur un défenseur central, un jeune défenseur central, Boyomo, qui joue à Osasuna. Villa d'ailleurs est dessus aussi, mais apparemment il tiendrait l'accord. Donc ça, Mathieu, Witsel, ça fait 20 ans de carrière, chapeau d'être voilà, encore là. Ici, le mec il peut encore jouer à haut niveau, sans problème. 2 partages donc entre le Real et l'Atlético en championnat. Quand on sait ce qui s'est passé ce week-end avec le Real à la maison va le faire. Avantage Real, une grande équipe perd jamais 2 fois d'affilée. Ok, très bien. Alex, je pose pas la question parce que je connais la réponse. Bon, il y a encore des choses à dire. Ouais, je sens bien le stress qui est présent, tout près d'Alex et même dans ton corps. Et ça rejaillit à travers tout ce studio du Champions Club. Une petite histoire, une belle histoire avec Jonathan. La belle histoire. Oui, parce que Benfica est encore en compétition, ne l'oublions pas, et Benfica peut compter sur un attaquant qui avait marqué face à Barcelone, c'est Pavlidis. Ouais, que faisiez-vous le 21 novembre 1998 ? C'est une très bonne question. En fait, j'ai consulté les archives et je peux vous dire, preuve à l'appui, qu'Alex Teklak, il était sur le terrain du Mambour à courir après le score contre le Germinal Ekeren, à ne pas savoir comment prendre Günther Hoffmanns au marquage. Ce jour-là, il avait claqué un doublé. C'est un bon attaquant, Günther Hoffmanns. Ouais, mais ce que vous savez pas, c'est qu'au moment où Alex se faisait martyriser, un cri fondait la nuit de Thessalonique. Pas par solidarité zébrée, parce que le PAOK joue aussi en noir et blanc. Non, parce que c'est comme dans l'effet papillon. Au moment où un défenseur mythique souffrait, un attaquant qui allait devenir exceptionnel voyait le jour. Et on remercie Alex Teklak pour tout ça et pour tout le reste. Parce que c'est ce jour-là que Vangelis Pavlidis est né. On évacue tout de suite les vannes sur la musique avec son prénom. C'est trop facile, c'est trop prévisible. Tout le contraire finalement de son histoire. Quand on commence le foot à Thessalonique, généralement, on va soit au PAOK, soit à l'Aris. Mais Vangelis, il n'a pas voulu faire comme Dimitri Mbouillou, ni comme mon ami Nordin Jbari, qui ont fait les beaux jours des 2 clubs de Thessalonique. Lui, il a rejoint Bebides après avoir fait un peu de waterpolo et de handball. Bebides, c'est un projet. C'est un projet, celui des jeunes. Il n'y a pas d'équipe première, que de la formation, et elle est plutôt bonne. C'est un vrai tremplin vers les grands clubs athéniens, sauf que Pavlidis, sa spécialité, c'est l'appel contre appel. 2014, il a 16 ans, il en parle avec papa-maman, direction Borum. Pas pour son musée de la mine cher à Mathieu, mais pour le VfL et sa formation. Pas d'internat, on le retrouve dans une famille d'accueil d'un coéquipier. C'est le 4e enfant de la fratrie, et lui qui se rêvait milieu de terrain comme Gérard, il enchaîne les buts en U17. Sauf qu'il est un peu trop léger pour les pros. En janvier 2018, il s'en va à Dortmund, en réserve. Puis, nouveau prêt à Willem Toué en janvier 2019, le temps de marquer 6 buts pour définitivement signer là-bas. Et encore marquer jusqu'à emmener Willem en Coupe d'Europe avant d'enchaîner à la Z et de marquer encore des beaux buts au point d'être nommé pour le prix Puskás en 2021. Il y en a d'autres qui vont compter avec cette série folle la saison dernière. Lors des 9 premières journées, il marque à chaque match un record avec un total de 13 réalisations à ce moment-là. Alors forcément, quand Benfica a dû se repenser une attaque cet été après les départs de Marcos Leonardo, Neres et Rafa, elle s'est dit que l'ancien complice de Reinders pouvait faire l'affaire, surtout qu'il y a une vraie connexion grecque à Lisbonne. Alors Pavlidis se souvient que du but de Charisteas en finale de l'Euro 2004, il avait 6 ans à l'époque, mais il n'a pas oublié Vlachodimos, Samaris, Katsouranis et le mythique Mitroglou. Sauf que jusqu'à Noël, les filets, il les a fait trembler que 4 fois. Alors il doute et il le dit. Quand je suis revenu à Lisbonne après les vacances, j'ai demandé de l'aide, j'ai parlé à des gens du club, à un psy. Et voilà comment il nous a refait le coup de la théorie du ketchup. Depuis son triplé contre le Barça, le 3e le plus rapide dans l'histoire de la Ligue des Champions, il s'arrête plus. 11 buts en 10 matchs. Les Catalans ne pourront pas dire qu'ils ne le connaissaient pas, nous non plus. Preuve qu'il peut s'en passer des choses quand Alex Teklak n'arrive pas à tenir Günther Hoffmanns. Exactement. Qu'est-ce qui devient ce bon vieux Günther Hoffmanns ? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Par contre, la question où en est-on au niveau du quiz ? Je pense que c'est très très serré. Je pense qu'on arrive surtout dans une situation où c'est du jamais vu. Les consultants sont devant et donc pour une fois, j'ai la pression. 19-21
pour les consultants. Le printemps européen arrive et les matchs qui comptent, c'est maintenant, Mathieu. Donc Bon, l'objet du quiz, j'imagine, ce sont les grands attaquants grecs, parce qu'on a tout étudié. Hein. Certainement pas. Ils ont joué pour Benfica et le FC Barcelone. C'était trop facile, les Grecs. Donc, ok, très bien. On y va en 1 minute 30. Figo était mon idole et dans l'avion, j'étais entre lui et Guardiola à me demander si je pouvais parler. J'ai d'abord été formé au Sporting avant d'aller au Barça, puis à Benfica, marchepied vers le plus grand club du monde, l'Atlético Madrid, où j'ai joué de 2007 à 2010. Ensuite, je suis rentré à Benfica. Je suis le petit Sim. Simao Sabrosa. Si on commence avec moi, on m'appelait El Conero, le petit lapin. Je me suis révélé à River Plate avec Pablo Aimar et je suis parti au Barça. Bien joué. Je ne suis pas comme Simao ni comme Saviola parce que je suis un défenseur et parce que je suis d'abord passé par Benfica avant en 2017 de signer au Barça qui a dépensé 35 millions d'euros pour moi. Latéral droit à la portugaise, très offensif, tonique. Je suis maintenant Non. Je suis maintenant à Wolverhampton, le club fétiche de mon agent Jorge Mendes. Portugais. Non, je l'ai pas. Nelson Semedo. Semedo, ouais. Attention les yeux, j'ai commencé en réserve au Barça avec Luis Enrique et c'est Pep Guardiola qui m'a fait goûter un peu à l'équipe première. Puis en 2011, je suis parti à Benfica où je suis resté 1 an et demi. On reparle de Pep. Je l'ai retrouvé en 2016 après 3 belles années au Celta Vigo quand je suis devenu international espagnol en signant à Manchester City. Nolito. Bien joué. C'est très joli. Écoutez, quand on a l'impression, il faut aller à la hauteur de l'événement. Une dernière pour la route. Moi aussi, j'ai connu Pep Guardiola. J'ai été formé à Benfica, mais c'est à Valence que je me suis révélé. J'ai joué à l'Inter, à la Juve, où Pep est venu me chercher en 2019. Forcément, moi, le latéral doué qui peut être amené au milieu. Non. Je plais jusqu'en janvier 2023. Après Pep, il s'est lassé. Il m'a prêté au Bayern, puis au Barça, avant qu'Al-Hilal me présente un projet sportif exceptionnel. Tu as dit son nom tout à l'heure. Voilà, allez, merci. Je suis à nouveau devant l'église est au quel mauvais questionnaire, en fait. Quel mauvais choix. Quel mauvais joueur. Je pense que la semaine commence bien. C'est Günther Hoffmann, c'est encore qu'il a des une grosse semaine de Ligue des Champions. Merci Jonathan Lange. Grand plaisir. Je suis en pleine forme. J'espère qu'Alex sera remis de ses émotions pour mardi et mercredi. Rendez-vous 18h15, le multi-live avec Dédric Boyata, Alex Teclac et puis des super matchs au programme mardi et mercredi. Excellente semaine. Ciao, ciao.